Les élèves ont tilté et ont dit c'est exactement ça la question de la liberté d'expression, c'est quand les Vaudois se sont saisis de cette liberté, en tout cas quand ils ont fait le choix d'exprimer leur foi au grand jour, c'est là que les ennuis ont commencé pour eux. Bienvenue sur les traces des Vaudois. Je suis Antoine Gouritin et dans cette enquête du musée protestant, je vous emmène à la découverte des Vaudois. Un nom qui a été utilisé pour désigner une dissidence religieuse qui a pris des formes très différentes et a nourri bien des fantasmes du XIIe siècle à nos jours. Dans l'épisode précédent, l'historien Gabriel Audizio nous a raconté les siècles de la diaspora vaudoise européenne et le passage, non sans mal, à la réforme protestante au synode de Champforan dans le Piémont en 1532. La réforme protestante agite alors toute l'Europe et met sous le feu des projecteurs des dissidents chrétiens comme les Vaudois. Ils vivaient au milieu des populations catholiques jusqu'ici, plus ou moins cachées, comme nous l'a expliqué Gabriel Audizio pour les campagnes provençales. Dans cet épisode, je vous propose d'aller voir du côté du Luberon et du fameux massacre des Vaudois de cette région, avant même le début des guerres de religion dans le royaume de France. Nous nous intéresserons à l'histoire de cet épisode et à sa mémoire locale, notamment auprès des jeunes. Nous sommes donc dans la région montagneuse et forestière au nord d'Aix-en-Provence. Depuis la fin du XVe siècle, plusieurs milliers de personnes en provenance des diocèses d'Embrun et de Turin se sont installés en contractant avec les seigneurs locaux. C'est un thème que nous avons déjà croisé dans cette histoire et que nous recroiserons souvent. Ces Vaudois fuyaient la pauvreté et la persécution. Certains villages du Luberon étaient alors à l'abandon et manquaient de bras. Pourtant, comme l'écrit Gabriel Audizio, les Vaudois semblent apparaître aux yeux des autorités autour de 1530 en raison d'un contexte favorable. En 1531, 1532, 33, il y a eu une conjonction de plusieurs éléments. Il y a un premier qui est qu'en 1525, s'est passé dans les pays germaniques ce qu'on a appelé la Bauernkrieg, c'est-à-dire la guerre des paysans. Au nom de la réforme, au nom des idées de Luther, les paysans se sont insurgés, sont révoltés, ont envahi les châteaux, ont tué des seigneurs, tout ça au nom de l'évangile, disait-il. Bon, Luther a réagi de façon terrible contre eux. Ce sont 3 péchés atroces contre Dieu et contre les hommes que les paysans ont commis, et qui font qu'ils méritent maintes fois la mort du corps et de l'âme. Quiconque le peut doit frapper, étrangler et poignarder, secrètement ou publiquement, et songer qu'il n'est rien de plus empoisonné, dommageable et diabolique qu'un émeutier, semblable au chien enragé que l'on doit abattre. Si tu ne le frappes pas, il te frappe, et tout ton pays avec toi. Le roi de France, donc François Ier, a été très troublé par ces émeutes. Et donc il écrit à ce moment-là à tous les évêques de France, et nous le savons parce qu'il le dit dans la lettre qu'il écrit à l'archevêque d'Aix, le roi a demandé qu'on fasse une enquête. Et dans la réponse, on sait que dès 1531, il y a eu, en effet, un tour du diocèse d'Aix-en-Provence, où se trouvent les quelques villages vaudois du versant sud du Luberon, c'est Lourmarin, Cabrières d'Aigues. On sait que dès ce moment-là, alors qu'ils allaient à la découverte de quelques hurluberlus, comme c'était le cas jusqu'alors, un peu des imaginatifs et puis des imprudents, bon. Mais au lieu de ça, ils trouvent des communautés entières. Alors les gens abjurent, bien sûr. Bon, on a la liste de ceux qui abjurent dans tous ces villages. Deuxième élément, c'est l'évêque d'Apt qui nomme inquisiteur dans son diocèse Jean de Romain, un dominicain, pour chasser l'hérésie de son diocèse, si toutefois il la trouve. Alors, on partait trouver quelques hérétiques, quelques égarés, quelques malsentants de la foi, comme on disait à l'époque, mais en réalité, on trouve des communautés. Et parmi ces communautés, il y a eu des dénonciations. Les motivations des délateurs et les signes d'hérésie sont alors multiples et sujettes à interprétation. Nous avons un petit cahier, très précieux, parce que moi je n'en connais pas d'autres, qui se trouve au musée Arbaud à Aix, qui s'appelle Révélation. C'est un terme technique qui indique que ce sont des gens qui sont venus trouver l'inquisiteur pour dénoncer quelqu'un sans y être convoqués. Spontanément, ils viennent trouver l'inquisiteur. Ils sont 34, d'Apt ou de la région d'Apt, des villages voisins. C'est merveilleux pour l'historien parce que nous avons les dépositions l'un après l'autre. C'est pas un dialogue, c'est une déposition. Quelqu'un dit un jour. Voilà, j'en prends un par exemple. Il y a 4 ans, pour la fête de la Saint-André, je me trouvais à Avignon pour la foire, dans une auberge, et il y avait là un artisan d'Apt, Jean Buzet, et il y avait là aussi
Jean Cochet, qui est un cellier, fabrique des sels, d'Apt, et qui a dit « Non avie purgatori en nell'au-delà ». Il n'y a pas de purgatoire dans l'au-delà. On a une déposition, je vous fais remarquer que ça remonte à 4 ans quand même. Il vient le dire maintenant. Donc si je comprends bien, c'est que les choses ont changé, puisque vous nous avez décrit dans l'épisode précédent des communautés rurales qui savaient sans doute que certains parmi eux étaient entre guillemets hérétiques, mais qui ne les dénonçaient pas. Comment est-ce que vous expliquez ce changement d'attitude ? Alors bien sûr, c'est que désormais on a l'appui total des autorités, ce qui n'était pas tout à fait évident avant. Mais je crois que surtout c'est qu'il y a une raison, c'est banal, hein, c'est tellement banal, peut-être que même c'est le cas un peu aujourd'hui. Dès qu'il y a des difficultés d'ordre économique, on cherche le responsable. On faisait ça pour la peste à l'époque. Qui c'est qui avait introduit la peste? Alors bon, quelquefois c'était les Juifs, quelquefois c'était d'autres. Bon. J'ai pu démontrer que à la campagne, sur un même terrain cultivable, il y avait le double d'habitants. Donc les ressources diminuent. Eh bien, voilà, ça devient gênant. Quand vous commencez à avoir des ennuis de ce type-là, c'est-à-dire de revenus pour gagner sa vie, et on commence à mieux regarder. Et du coup, on s'aperçoit qu'en effet, oui, ils ne sont pas tout à fait comme nous. En tout cas, la chasse des hérétiques ouvre dans les années 30, ça c'est clair. Et comment se passe ensuite la persécution elle-même et la répression jusqu'au fameux massacre ? Dès lors, le mécanisme se met en route. Il n'y a pas que l'inquisiteur, il y a la justice du roi également. Entre 1532 et 1560, j'ai pu repérer par les diverses sources 2000 personnes qui sont poursuivies pour hérésie en Provence dans ce laps de temps. Alors qu'auparavant, c'était même pas un par an. Et puis, il faut bien prendre en compte qu'une accusation en engendre d'autres. Parce que la personne va dénoncer, on le voit pour Pierre Griot, qui dénonce au moins une trentaine de personnes. Il y a aussi Jean Serre, qui a été son maître, qui lui enseignait pour être barbe. Jean Serre a été arrêté. Le document est détérioré, mais on a une bonne partie. Il indique au moins une quarantaine de personnes. Les procès se multiplient. Et puis on arrive alors à quelque chose qui est assez mystérieux quand même encore. Les juristes, les gens du Parlement d'Aix, font une espèce de fixation sur Mérindol. Il y aurait un ancien prêtre qui est là, il y aurait un maître d'école, il y aurait un imprimeur, alors un imprimeur qui devait tout avoir dans sa besace pour circuler, mais enfin, ils prennent un arrêt, le 11 novembre 1540, l'arrêt dit de Cabrières et Mérindol. La cour ordonne que toutes les maisons et bastides de l'endroit soient abattues et que le lieu soit rendu inhabitable, afin que nul ne puisse y réédifier ni bâtir sans la volonté et la permission du roi. Que les châteaux, grottes, repères, fortins dans la montagne et les bois soient détruits. Que la forêt alentour soit coupée et abattue sur 200 pas. Alors, ce qui est assez trouble encore, il semble bien qu'ils ne fassent pas la différence entre luthériens et vaudois. Il y a une espèce de confusion dont je n'ai pas encore réussi à savoir si elle était volontaire ou non. Le roi a demandé qu'on poursuive des luthériens, eux ils répondent luthériens. Mais dans les registres, c'est luthérien ou vaudois. Alors moi j'ai cru un certain temps que c'était ou l'un ou l'autre. Mais non, une même personne est accusée d'hérésie luthérienne ou vaudoise. Et quelquefois luthérienne et vaudoise. L'arrêt n'est exécuté qu'au printemps 1545. Gabriel Audizio mentionne plusieurs obstacles. Le premier, c'est que Mérindol est tout près du comte Avenessin. Le terroir est limitrophe avec les terres du pape. Donc si on lance une opération, ils vont tous se réfugier à l'étranger. Donc on ne peut rien faire si ce n'est pas une opération commune franco-comtadine. Le deuxième, c'est que Mérindol est un lieu fort. Je crois que c'est exagéré, mais enfin. Même lorsque Charles Quint envahit la Provence en 1536, donc c'est encore dans les mémoires, il n'a pas réussi à prendre Mérindol. Les gens se sont réfugiés sur l'ancien château, là-haut, et bon. Ça veut dire qu'il va falloir y mettre de sacrés moyens. Troisième obstacle, le seigneur de Mérindol, c'est l'évêque de Marseille. Si on rase cet endroit, ça va le priver de ses revenus, des redevances. Alors, est-ce qu'il va être d'accord? Donc, comment faire? Et quatrième objection du procureur, si on rase Mérindol, ce n'est pas le seul lieu vaudois, il faut raser aussi tous les autres. Alors, vaste programme. Et puis, il y a un inconvénient qu'il ne cite pas, mais qui apparaît dans les échanges de courriers entre le gouverneur de Provence, le Parlement, le roi, c'est qui va payer? Il faut une véritable armée. Et là, alors, le débat,
et vif au Parlement. Il y en a qui disent c'est aux évêques à payer, puisqu'ils n'ont pas été assez vigilants. Ils ont laissé les hérétiques s'installer, tant pis pour eux. D'autres disent c'est les seigneurs, même chose, ils ont accepté des paysans. Bon. D'autres disent mais est-ce qu'on ne pourrait pas prendre l'argent sur les confiscations qu'on fait des hérétiques qui ont été condamnés, déjà, puisque ça revient au roi. Donc ça veut dire qu'il faut piocher dans les caisses du roi. Est-ce que le roi va être d'accord? Bon, bref, ça explique que ça a duré autant de temps. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un accord international qui s'est opéré au printemps 1545, et puis qu'on va profiter du passage des vieilles bandes du Piémont, c'est-à-dire l'armée française qui était en Piémont, c'est les guerres d'Italie, qui doivent passer par la Provence pour aller s'embarquer à Marseille pour envahir l'Angleterre. On saisit toutes ces occasions-là, et l'affaire se passe dans la semaine qui suit, la semaine après Pâques, en avril 1545. Les représentants du roi, puisqu'il y a eu une commission de 3 conseillers du Parlement pour veiller à ce que tout se passe bien, en fait, ils n'ont rien pu contrôler du tout. L'armée a été... alors on assiste à des massacres, des atrocités épouvantables. Tous les habitants de ce lieu, femmes et enfants de tous âges, comme les hommes, ont été brûlés et tirés par les soldats, sauf 12 des principaux que l'on a menés à Avignon pour servir d'exemple au peuple. On sait tout ça par ce qu'en a écrit Jacques Aubéry, parce qu'il y a eu un procès en 1551 à Paris. Il a plaidé pendant une semaine, et il a enquêté sur place, pas lui-même, mais par des émissaires, parce qu'on a des détails tellement précis que ça ne peut être que fait que sur place. Sa plaidoirie a été imprimée seulement un siècle après, 1645. Et j'en ai un exemplaire là, c'est vraiment atroce. Alors le bilan, c'est plus ou moins 2000 morts, non 3000 morts, 660 hommes envoyés aux galères, un pays dévasté, les femmes et les enfants qui errent dans les champs pour chercher de la nourriture. Tout le pays a été saccagé, les blés étaient en herbe, plus les pillages de l'armée, des soldats. Il y a des soldats qui vendent un enfant après. Très vite, le massacre a un retentissement européen. Et sur place, dès 1546, de nombreux Vaudois reviennent pour reconstruire les villages. Ce massacre, qui a lieu pendant la phase de transition entre valdéisme et protestantisme, marque l'identité protestante locale. Ces villages, peuplés par des protestants d'ascendance vaudoise, sont ensuite une place forte du protestantisme provençal. Et c'est dans le temple de Cabrières d'Aigues, construit au XIXe siècle, que j'ai rencontré Jonathan Hiriard, professeur d'histoire-géographie à Pertuis, et Jean-Jacques Dias de l'Association d'études vaudoises et historiques du Luberon, pour parler de la mémoire de ces événements aujourd'hui. En 2022, la classe de Jonathan Hiriard a remporté le prix Samuel Paty pour un podcast qui avait pour point de départ l'histoire du massacre des Vaudois du Luberon. Ce balado a pour objectif de répondre à la question « Sommes-nous toujours libres de nous exprimer ?» Chaque semaine, en partant de traces historiques autour de notre collège et en faisant un travail de recherche à la bibliothèque, nous allons creuser un aspect de ce sujet. À la fin de ce travail, nous aurons peut-être réussi à répondre avec nuance à cette question. Pour des élèves, que ce soit des collégiens ou des lycéens, quand on leur parle des Vaudois, c'est clairement une découverte. Et je dois avouer que même moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans la région et les Vaudois, c'était les panneaux que l'on trouve sur des noms à l'entrée de certaines communes qui sont sur la route vaudoise. Ça a été une évocation. Là, je me rappelle lors d'un cours d'histoire moderne, le professeur était passé en 2 minutes sur l'adhésion des Vaudois à la réforme protestante. C'est un sujet qui nous a tous touchés dans le cadre du projet que l'on menait. La rencontre avec l'histoire des Vaudois n'en a été que plus riche parce que ça répondait à des questionnements et à des recherches que nous étions en train de faire. Pour autant, le sujet des Vaudois ne s'est pas imposé tout de suite. En classe, nous avons fait une tempête de cerveau. Les Anglais appellent ça un brainstorming. Dans la discussion, nous étions d'accord sur l'idée qu'avant, nous avions davantage de liberté d'expression. Mais cette idée est-elle réaliste ? D'où remonte cet avant ? Je dois avouer que l'entrée par la religion, c'est quelque chose que j'aurais préféré éviter, mais voilà, c'est sorti. Pourquoi ? J'aurais du mal à le verbaliser. Peut-être parce que c'est quelque chose avec lequel ça n'est pas forcément évident de rentrer. Et là, je vous parle de mon sentiment, on va dire, voilà, personnel, mais ça m'aurait arrangé que les élèves choisissent une autre entrée, mais de fait, c'est celle qu'ils ont choisie. Et c'est ce qui fait la richesse de l'enseignement moral et civique.
C'est toujours bien de sortir du vécu, du ressenti des élèves et c'est bien que quand on leur laisse cet espace, ça soit ressorti. Ouais, et la question qui a été proposée par les élèves, c'est pourquoi cette question, ce sujet de la liberté d'expression, il pose toujours problème quand ça touche aux religieux. Et pour être tout à fait explicite, c'est quelque chose qui résonne chez nos élèves de confession musulmane. Puisque la mort de Samuel Paty est le fait d'un terroriste islamiste. Il y avait l'idée de faire un pas de côté et justement essayer de s'éloigner de l'actualité brûlante, parce que force est de reconnaître que dans le débat public, on entend beaucoup de choses par des gens qui ont parfois un agenda qui leur est propre, et on entend parfois des hommes politiques, voire des hommes politiques en responsabilité, tenir des propos qui peuvent être gênants, notamment sur la question de la laïcité par exemple, qui parfois est de manière sincère ou pas mal comprise ou mal exprimée, y compris par des personnes qui devraient être au clair de ces questions-là. Et donc s'éloigner de l'actualité, c'était intéressant, donc on a fait un pas dans le temps. Donc on a essayé de chercher dans notre environnement local, qu'est-ce qui nous permettrait de réfléchir à cette question en restant dans la même échelle locale mais en faisant un détour dans le temps. La région ne manque pas de candidats, et les élèves racontent d'autres histoires dans leur podcast que je vous invite à aller écouter. Pour aller à la bibliothèque depuis l'église, on prend une rue qui longe l'église et qui s'appelle rue Voltaire. Notre professeur nous a laissé entendre que cela était une plaisanterie ou une provocation, faite par le maire de Pertuis en 1871. C'est à l'occasion d'une conversation avec Jean-Jacques qui nous a indiqué une piste qui était très intéressante. Et donc on a organisé une sortie, on a eu le plaisir de visiter le siège de l'association et on a fait une petite randonnée, on est allé sur le site du vieux village de Mérindol. Et là il y a un moment qui a été très intéressant avec les élèves, c'est quand Jean-Jacques a évoqué le synode de Champforan. Et là on a compris qu'on était exactement dans le sujet sur lequel on réfléchissait. C'est ainsi que nous sommes allés sur les traces des Vaudois du Luberon, qui au XVIe siècle ont été massacrés parce qu'ils sont sortis de la clandestinité et ont exprimé leur foi au grand jour. Il y a quelque chose qui a une étincelle qui se fait et c'était un moment, enfin Jean-Jacques l'a vécu ce moment-là, c'était un moment assez magique où les élèves ont tilté et ont dit c'est exactement ça la question des libertés d'expression, c'est quand les Vaudois se sont saisis de cette liberté, en tout cas quand ils ont fait le choix d'exprimer leur foi au grand jour, c'est là que les ennuis ont commencé pour eux. Oui, je souscris tout à fait. Donc c'est les élèves qui prennent conscience de ça à un moment, et j'imagine que pour la suite du projet, c'est une motivation derrière pour les élèves qui est différente après avoir vu vraiment le lien entre ce qu'on leur montrait sur le terrain et le projet. Comment ça s'est fait ensuite ? Alors déjà, c'est un plaisir pour le professeur. Moi, c'est un moment qui a marqué ma carrière. On avait consacré beaucoup de temps en amont et quand on voit comment les choses se goupillent, s'agencent, se concrétisent par une réflexion de la part des élèves, c'est un moment qui est très agréable quand on est enseignant. À Mérindol, les femmes furent violées puis tuées en étant précipitées dans le vide depuis le château de Maurice. Après, il faut voir aussi qu'il y a une chose qui les a beaucoup touchés, c'est les crimes qui sont commis à ce moment-là. Notamment, alors c'est une génération qui, à juste titre, est très sensibilisée à la question des crimes de genre, au féminicide. Et les élèves ont particulièrement été touchés par le sort qui a été fait aux jeunes filles, bonnes à marier, comme cela est dit dans les textes. C'est ça. Et notamment, quand on est rentré, puisque pour rentrer dans mon collège, on passe par Loris, le lieu du château de Loris où ont été jetées ces jeunes filles bonnes à marier après avoir subi des sévices sexuels. En tout cas, c'est ce que nous racontent les sources écrites. C'est quelque chose qui a beaucoup touché les élèves. Je pensais pas à cet impact sur les élèves lorsque je racontais ma petite anecdote concernant les malheureuses qui avaient essayé de se réfugier dans l'église de Mérindol. Il faut dire que le cadre aussi est remarquable. Mérindol a été choisi par les associations vaudoises, aussi bien les Allemands, les Italiens que les Français, pour en faire le mémorial vaudois, ici dans le Luberon. C'est pas à Mérindol qu'a eu lieu le grand massacre de 1545, c'est plutôt à Cabrières d'Avignon. Et donc, historiquement, moi je raconte ce qui s'est passé à Mérindol. Mais l'avantage de Mérindol, c'est qu'effectivement, le village perché, comme pas mal de villages perchés en Provence, a été abandonné
courant 19e, début 20e, et on a donc un champ de ruines qui entoure l'ancien château, l'ancienne chapelle castrale, et c'est très évocateur de ce qui a pu se passer il y a bientôt 500 ans. Alors c'est très fort. Moi je me suis fait traiter de révisionniste par des protestants de Marseille qui sont allés se plaindre au maire de Mérindol parce que j'avais raconté qu'il n'y avait pas eu de massacre à Mérindol et que toutes ces ruines elles dataient du 19e. Ces braves gens qui faisaient pèlerinage, en quelque sorte, venaient pour voir les conséquences de ce qui s'était passé en 1545. Bon, bref, le cadre, il joue un rôle important, c'est impressionnant. Et puis bon, j'ai rajouté quelques anecdotes, en particulier celle de ces malheureuses bonnes à marier, comme tu disais, telles qu'on retrouve dans le texte, qui ont été emmenées à Loris et jetées du haut du rocher de Loris. Bon, ça a donc marqué les élèves, ça je l'imaginais pas, mais c'est très bien, c'est effectivement quelque chose d'important. Et je crois que nous autres passeurs d'histoire, on a cette mission d'être capable d'évoquer, d'utiliser des images un peu fortes peut-être, mais qui permettent quand même de laisser l'imagination gambader un peu et que les gens puissent se mettre non à la place des gens du passé, mais au moins essayer de participer un petit peu à cette histoire et à ce qui a pu se passer. C'est l'intérêt de ces projets-là aussi. Ils sont confrontés aussi un peu à la méthode finalement, pour pouvoir créer un discours original et à partir des sources justement. Mais complètement. Avoir le défi de répondre à une question difficile, au cours de la première heure se dire qu'on va avoir du mal à y répondre, à travers des travaux sur document, une sortie sur le terrain, 2 sorties sur le terrain, réussir à proposer une réponse argumentée, réfléchie, c'est quelque chose qui est gratifiant pour tout le monde, mais pour eux, au premier titre. Il y a le prix, il y a tout ça, mais la fierté, c'est aussi de le partager avec les proches, que les proches apprennent des choses à partir de ça. Oui, complètement. Il y a un vrai plaisir à être fier du travail que l'on produit, et surtout quand ça a été coûteux en effort, et qu'on a la satisfaction, y compris des élèves en difficulté, quand ils ont la satisfaction de produire un travail qui est qualitatif, et qui est salué par des regards extérieurs, c'est quelque chose de très plaisant. Mais c'est notre mission première à l'école finalement, c'est à l'heure de l'intelligence artificielle et de TikTok, c'est de leur donner les moyens de construire une réflexion. Et là, on est au cœur de notre mission et presque combat en quelque sorte. Encore une fois, je vous invite à aller écouter le travail de la classe. Les Vaudois sont le point de départ d'un questionnement qui les dépasse largement, jusqu'à des considérations très contemporaines. À la fin de cet épisode, gardez en tête que ces villages du Luberon sont loin d'être vidés de leurs habitants vaudois qui sont donc désormais des protestants. Les villages vaudois sont restés des bastions protestants jusqu'à récemment. Rappelez-vous également qu'autour de 1560, la phase de mutation s'achève, et Gabriel Audizio me disait que le massacre avait pu même sans doute renforcer l'adhésion de ces populations à la réforme. Les Vaudois entrent ensuite dans l'histoire du protestantisme européen. D'un point de vue théologique, il ne reste plus rien des siècles précédents. D'un point de vue identitaire, en revanche, c'est beaucoup moins net. L'importance du Piémont pour la diaspora vaudoise se renforce, et dans le prochain épisode, je vous amènerai donc sur la route de l'Italie, pour comprendre comment le sort de cette minorité devenue protestante, mais numériquement toujours très faible, a pu devenir aussi important dans les jeux politiques européens du siècle de Louis XIV. Sur les traces des Vaudois est une série produite par le Musée protestant et Regard protestant, réalisée par Antoine Goritin. Générique, Alexandre Lechaud. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes dès à présent sur le site du Musée protestant et dans votre application de podcast favorite.